inégalités sont de plus en plus importantes, expliquent la crise économique et expliquent pourquoi ça ne va pas repartir. On pourra s'en sortir de ce financement de cette dette publique, du financement de la retraite, financement de l'intégralité de notre modèle social, qu'en faisant travailler tout le monde. Mais travailler tout le monde, ça veut dire intégrer tout le monde sur le marché du travail. Il faut remonter à 1929 pour trouver une crise économique aussi puissante. Et donc se dire, c'est le marché qui rectifiera le tir, ça on sait que le marché est incapable de rectifier le tir. Effectivement, une partie, en tout cas c'est mon diagnostic, est due non pas à l'euro en tant que tel, à la monnaie unique, aux institutions, mais à la gouvernance de cette Europe. C'est-à-dire que le choix de politique économique qui a été pris notamment en 2010, c'est-à-dire que quand on regarde 2008, 2009, l'Europe ne fait pas moins bien que les États-Unis et le Royaume-Uni. En revanche, il commence à faire moins bien à partir de 2010. Quoi. Et donc, et là, il y a eu un tournant en 2010, c'est le choix de politique économique qui était très européen, qui a été l'austérité. La crise, c'était une crise d'endettement privé, très important. Il fallait donc que les agents privés se désendettent. Et ce n'était pas une crise d'endettement public. Et donc, ils ont dit, on attend le moment où l'achèvement du désendettement privé pour commencer le désendettement public. Donc on fait les choses dans l'ordre. D'abord le désendettement privé qui a provoqué la crise, et une fois que le désendettement privé est achevé et que la croissance revient, alors on s'attaquera au désendettement public. En Europe, on s'est dit, mais non, on va le faire en même temps, le désendettement privé et le désendettement public, et en le faisant en même temps, on va faire un choc de confiance, parce que lorsqu'on se désendette, y compris l'État, les agents, les citoyens, les entrepreneurs, les investisseurs auront encore plus confiance dans notre façon de faire. Bon, il se trouve qu'ils se sont plantés, et donc ce qui est bien, c'est de le reconnaître. Donc le FMI l'a reconnu, le FMI qui préconisait cette politique-là en 2013 a dit « on s'est trompé ». Il faut faire machine arrière. L'OCDE a emboîté le pas en avril 2013. La Commission, petit à petit, le reconnaît en laissant de plus en plus de temps aux États pour se désendetter. Et ça se fait de façon très lente. Et donc, il faudra un choc un peu plus important pour que la reprise et la confiance reviennent de façon conséquente en Europe. Le problème de la fiscalité est assez central dans la résolution de nos problèmes, puisque on veut à la fois réduire notre dette publique, donc réduire finalement nos déficits à très court terme, et donc ça, et pas casser la croissance économique. Vous voyez, aujourd'hui, le problème il est que si on veut réduire nos dépenses publiques, enfin nos déficits par les dépenses publiques, non par la réduction des dépenses publiques ou par l'augmentation des impôts, on casse la croissance économique et donc on creuse le chômage. Donc on arrive petit à petit à réduire un déficit, celui du déficit public, mais en creusant un autre déficit qui est le déficit d'emploi et donc en augmentant le déficit des inégalités. Donc c'est pas une solution optimale. Donc la solution optimale serait d'essayer d'avoir une fiscalité qui justement ait le moins d'impact sur la croissance économique. Et donc, ça veut dire que, globalement, il faudrait éviter, pour le dire très simplement, il faudrait que tout le monde y participe à cette fiscalité. Aujourd'hui, quand on augmente les impôts, le problème, c'est que les bas revenus, les très bas revenus, on ne sait pas en quel impôt, mais parlons de l'impôt sur le revenu, les bas revenus n'en payent pas, et les hauts revenus optimisent, et donc n'en payent pas non plus, n'en payent moins. Et donc, on le concentre sur très peu de personnes, la classe moyenne. Et là, on arrive à un ras-le-bol fiscal au bout d'un moment. Aujourd'hui, la fraude fiscale en France, c'est 80 milliards d'euros des entreprises. Et uniquement aux cotisations sociales, c'est 20 milliards d'euros. Vous voyez, on nous parle de trou de la sécurité sociale, mais le trou de la sécurité sociale, cette année, c'est 13 milliards. Et si les entreprises payaient ce qu'elles devaient en termes de cotisation, il n'y aurait pas un trou, il y aurait au contraire un excédent. Comment on s'y attaque? On ne peut pas s'y attaquer seul. Il faut effectivement que ce soit une volonté au niveau des grands pays développés. Et en Europe, effectivement, on peut se poser la question du rôle de l'Irlande, du rôle du Luxembourg au sein de cette zone euro, et comment avoir une monnaie unique avec finalement des systèmes fiscaux aussi différents. L'évaluation
a posteriori des politiques économiques est vital pour essayer justement de bien comprendre ce qui se passe. Alors, on le fait de plus en plus, mais on n'a pas beaucoup de moyens pour le faire. C'est-à-dire qu'on voit bien que ceux qui devraient normalement le faire, c'est l'université. C'est-à-dire que nos meilleurs chercheurs sont à l'université ou au CNRS, mais on voit bien qu'ils n'ont pas vraiment les moyens. D'abord, c'est pas en faisant ce genre d'évaluation que l'on grimpe en carrière, donc ils n'ont pas une incitation forte à le faire. Et par ailleurs, ils n'ont pas forcément les moyens de le faire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les bases de données nécessaires, ou en tout cas avec trop de retard. Donc il faut essayer d'inciter, justement, et donc ça veut dire que chaque fois qu'on met en place une mesure, il faudrait que le gouvernement alloue aussi un budget pour qu'il y ait des chercheurs qui s'emparent de cette problématique-là, et on leur demande ensuite de faire des évaluations très régulières pour enfin savoir quelle a été la bonne politique, est-ce qu'il fallait le faire ou pas le faire.